Bon bah le grand retour de M. Night Shyamalan, c'est toujours pas pour tout de suite, hein. Et je crois que c'est plus la peine de l'attendre du tout en fait. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du dernier film de M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin, sorti en salle le 1er février 2023. La bande-annonce était intrigante et a piqué ma curiosité. Le concept avait l'air assez original, mais bon, je me suis pas trop emballé non plus. La bande-annonce de Hold, son précédent film, était intéressante elle aussi, pour au final un film plus que médiocre pour le réalisateur de Sixième Sens. Le concept du film est très simple, tandis qu'ils passent leurs vacances dans un chalet en pleine nature, une jeune fille et ses parents sont pris en otage par 4 étrangers armés qui leur imposent de faire un choix impossible. S'ils refusent, l'apocalypse est inéluctable. Quasiment coupés du monde, les parents de la jeune fille doivent assumer leur décision avant qu'il ne soit trop tard. Alors le film démarre plutôt bien, on reconnaît la patte de Shyamalan qui nous offre des plans assez originaux et plutôt jolis, et la première scène est très efficace et amène beaucoup de questionnements aux spectateurs. On entre directement dans le vif du sujet, avec la gamine qui joue toute seule à l'extérieur de la cabane, jusqu'à l'apparition de l'un des 4 intrus, joué par Dave Bautista, qui sort de nulle part au milieu de la forêt et qui va à sa rencontre. Le dialogue qui s'ensuit entre elle et lui est ce qu'il y a de plus intéressant et de plus prenant dans tout le film. On se demande qui est ce colosse tatoué qui semble à la première vue plutôt inquiétant, mais qui pourtant est pourvu d'une très bonne éloquence et sait très bien s'y prendre pour parler aux enfants. Ça nous met l'eau à la bouche pour la suite, on veut savoir quel est son vrai but, parce qu'on sent qu'il y a anguille sous roche, et tout en sachant qu'on est devant un film de Shyamalan, on s'attend à de grosses surprises bien croustillantes. Eh bien non, ce que nous montrait la bande-annonce est en fait quasiment tout le film, sans aucune surprise, aucun twist final, le tout réalisé de manière extrêmement creuse, plate, ça tourne en rond pour nous raconter une histoire à laquelle on ne croit pas du tout. Dès la bande-annonce, on se doutait très bien, en la voyant, que les 4 intrus étaient en fait une représentation des 4 cavaliers de l'Apocalypse, venant annoncer la fin du monde à cette famille, à moins qu'ils ne fassent le choix de faire un sacrifice. Alors moi, je m'attendais à ce qu'ils leur disent qu'ils doivent tuer leur fille, s'ils veulent empêcher la fin du monde, ça aurait mis un réel enjeu dramatique. Mais non, ça n'est pas vraiment ça. Ils doivent choisir de sacrifier l'un des 3 membres de la famille. Là, tout de suite, l'enjeu dramatique n'est plus le même. On écarte forcément tout de suite la gamine, ça va de soi quand même, hein. C'est donc le sort d'un des 2 parents qui se joue, ce qui en soi n'est pas si terrible que ça, on a déjà vu bien pire en termes d'horreur psychologique. Je vous invite à aller voir le film Ne dis rien, là vous allez comprendre ce que c'est que la vraie horreur psychologique, de laquelle on ne ressort pas indemne. Knock at the Cabin m'a laissé totalement de marbre, et c'est dû notamment au fait que ce n'est pas très bien joué, mais surtout que les personnages sont insupportables et agissent de manière totalement incohérente. Alors oui, c'est bien filmé, il y a de beaux plans, de beaux travelling, mais vous voyez, c'est bizarre, parce que peu de temps avant de voir ce film, j'ai revu Les 8 salopards pour en faire ma critique, que vous pouvez trouver juste ici. Il s'agit donc également d'un huis clos dans un chalet, et ça m'a permis de voir l'énorme écart qu'il existe au niveau de la qualité entre ces 2 films. Tarantino a su mettre en scène son huis clos de façon magistrale, car il a utilisé les bons outils pour le faire, à commencer par le génie de sa mise en scène, et surtout des dialogues parfaits, ce qui dans ce genre de film est le plus important. Il a aussi pris son temps pour développer chaque personnage. Dans Knock at the Cabin, il n'y a rien de tout ça. Déjà, le film dure 1h30. C'est plutôt court, il ne prend donc pas vraiment le temps de poser son univers, de nous le présenter, de nous présenter correctement ses personnages. Celui joué par Rupert Grint disparaît au bout de 15 minutes. Quant aux autres, ils se contentent de répéter en boucle que les parents doivent faire un choix, s'ils ne le font pas, c'est la fin du monde. Et on répète le même schéma 3 fois, après que les 4 intrus soient entrés de force dans la maison et ligoté les parents sur des chaises. À chaque fois c'est « Vous avez fait votre choix, voulez-vous sacrifier quelqu'un ?» Non. Une partie de l'humanité a été jugée. Ils butent un des 4, allument la télé, et on voit une catastrophe en direct pour prouver qu'ils ont raison. Et voilà les catastrophes naturelles, hein. Le tremblement de terre et le virus, ça peut passer, mais les avions qui tombent comme des mouches à travers le monde, bof bof quoi. Donc à chaque refus de sacrifier un des membres de la famille, les 4 intrus sacrifient l'un des leurs à la place. Pourquoi ? On ne sait pas vraiment. Est-ce vraiment utile, vu que ce n'est pas ça qui empêche les catastrophes ? Le réalisateur n'apporte pas de réponse explicite à ça, tout comme il n'apporte pas réellement de réponse quant au choix de cette famille spécifiquement pour faire ce sacrifice, mais on va y revenir. Ce qui m'a frappé, c'est la réaction des personnages, notamment des parents lorsque les autres sacrifient l'un des leurs devant eux. C'est quand même assez violent, hein, même si c'est filmé hors champ comme tous les actes violents du film. On n'a même pas droit à un petit peu de gore, mais c'est surtout qu'ils ne sont pas vraiment choqués par ce qu'ils voient, ou du moins les acteurs n'arrivent pas à nous le faire ressentir. Leur jeu m'a laissé totalement de marbre par rapport à tout ce qu'ils vivaient, et au final, je m'en foutais de savoir qui allait mourir ou non, car on ne s'attache pas vraiment à eux. Il y en a un des 2 qui se cogne la tête au début et qui est donc à moitié dans le sirop tout le long, et l'autre qui ne fait que beugler et reprocher à tous les autres leur homophobie. Parce que oui, il s'agit de 2 papas,
Et c'est là que je vois le gros point illogique du film. Comme je l'ai dit, le réalisateur ne nous répond pas vraiment sur le pourquoi du choix de cette famille, on a juste droit à un pauvre flashback parmi plusieurs autres disséminés tout le long du film, qui viennent totalement casser le rythme, car ils sont hyper mal placés. Dans Les 8 salopards, on avait un flashback qui a été parfaitement placé, au moment où un élément qu'on ne soupçonnait pas du tout fait son entrée, et qui nous fait dire « Mais putain, mais c'est quoi ce bordel? J'ai loupé quelque chose là ?» Et là, Tarantino nous dit « Stop! Attendez !» On revient en arrière et je vous explique tout. Là non, ils sont placés par-ci par-là, la plupart du temps pour nous montrer l'homophobie des gens en règle générale. Les parents lors d'un dîner de présentation de son amoureux qui tire la gueule et il reste 45 minutes. Le mec qui éclate une bouteille en verre d'un des deux parce qu'il a entendu qu'ils étaient homo dans la conversation. Le fait qu'ils se mettent à la boxe pour pouvoir se défendre de ces agresseurs homophobes. Qu'il en vienne même à acheter une arme car il se sent clairement en danger de mort dans cette société haineuse. Et au milieu de tout ça, on a le passage où ils vont adopter la gamine dans un pays étranger. Ce qui par je ne sais quel phénomène provoque le choix de cette famille-là par le créateur pour demander un sacrifice. Déjà pourquoi est-ce que ce jour-là précisément, une famille doit-elle sacrifier un de ses membres pour sauver le monde? On n'aura jamais la réponse. Bon, tant pis, hein, on va faire comme si Dieu l'avait décidé ainsi. Il a décidé de créer des tueurs en série, il n'en est pas un choix de débile près. Mais comment se fait-il que Dieu considère cette famille comme une famille, justement? On va parler de ce que dit la Bible, les 4 cavaliers de l'Apocalypse étant des figures bibliques, n'est-ce pas? Les homosexuels n'entrent pas dans le cadre du projet de Dieu exprimé dans les Genèses 1 et 2. Hommes et femmes, à son image, il les créa. L'homme et la femme sont le moule de la famille, non seulement parce que c'est une réalité qui est écrite dans la Bible, mais parce que l'histoire en est la preuve. Donc je cite: « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. La loi n'a pas été instituée pour les justes, mais pour les impudiques, les homosexuels, les trafiquants d'hommes, les menteurs, les parjures, et pour tous ceux qui s'opposent à la saine doctrine. » Tous les passages de la Bible parlent donc de l'activité homosexuelle comme un péché. Donc il m'étonnerait fort que Dieu considère cette famille comme une famille si elle est construite sur le péché. Tout le long, les 4 intrus nous sortent que le Créateur a choisi cette famille pour son sacrifice, et ils le disent bien le mot famille. Donc mêler les croyances bibliques à cette histoire, déjà, ça n'a aucun sens à la base. Mais bon, admettons, faisons comme si Dieu pouvait considérer cette famille comme une famille, justement. Il n'empêche qu'on se fait royalement chier, parce que les enjeux sont trop improbables, ils peuvent nous allumer la télé autant qu'ils le veulent, on se fout de savoir si c'est l'un des deux papas qui va mourir ou l'humanité tout entière. Je me disais d'ailleurs que moi-même je ferais le choix de laisser l'humanité crever, au moins je serais peinard, hein, seul dans ce monde, sans risquer de me faire égorger gratuitement dans les transports en commun, ou de me faire insulter de tous les noms juste parce que je suis fier de ce que je suis. Vas-y Dieu, hein, débarrasse-moi de tous ces cons, de toute façon si c'est pas toi qui le fais, ils finiront par le faire eux-mêmes tôt ou tard. Parce que oui, je vous ai pas dit, hein, s'ils refusent de faire un sacrifice, tout le monde meurt, sauf eux et leur famille. C'est pas royal ça? La terre entière pour vous tout seul? Donc non, je n'ai ressenti aucune tension, aucune peur. J'ai trouvé cette histoire tellement claquée au sol que je ne suis rentré dedans à aucun moment. Le jeu d'acteur n'y m'a clairement pas aidé. Et le plus regrettable pour moi, aucun twist final comme nous y avait habitué Shyamalan avant. Tout se termine comme on l'avait imaginé depuis le début. Pas de surprise, alors qu'on s'attend à ce qu'il y en ait une justement, tellement le réalisateur étire la fin de façon complètement inutile. Ce qui aurait été plus intéressant, c'est le fait qu'au bout d'un moment, ce soit plutôt les intrus qui se mettent à douter de leurs convictions. Il y a un moment où ça semble partir dans cette direction, puis non, ça revient direct au « Avez-vous choisi ?» Non. Ok, une partie de l'humanité a été jugée. Comme ça, en boucle, jusqu'à la fin, hyper prévisible. Il y a un autre film qui traite de l'apocalypse bien mieux que ça, c'est Take Shelter, où jusqu'au bout, on se pose des questions sur la santé mentale du père de famille et de ses visions. C'est tellement mieux traité. Là non, on venait face à un téléfilm du dimanche après-midi pluvieux, qu'on aime regarder pour faire la sieste. Ça vaut pas plus que ça pour moi. Je ne peux pas dire que M. Night Shyamalan m'a déçu, je n'en ai au final vraiment aimé que 3 de lui. Sixième Sens, Incassable et Signe. J'ai apprécié The Visit également. Tout le reste, non, je n'aime pas et j'ai tout vite oublié. Tout comme j'oublierai ce Knock at the Cabin qui est d'une inutilité déconcertante. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, likez, partagez, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!